Pierre-Emmanuel Thoman, docteur en géopolitique, président de l'association Eurocontinent. Il va répondre aux questions comment l'histoire des accords de Munich est réinterprétée en fonction des objectifs géopolitiques actuels. Слово предоставляется Пьеру Эммануэлю Туману, доктору геополитики, председателю ассоциации Eurocонтинент, и он расскажет нам об интерпретации Мюнхенского сговора в зависимости от текущих геополитических целей. Bonsoir. Добрый вечер. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs, notamment le Cercle du Bon Sens. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить организаторов et Maria Baliasova, qui est aussi dans la salle, qui ont créé ce cercle du bon sens, je dirais ce think tank, ce centre de réflexion qui met toujours le doigt sur des sujets très sensibles et très actuels. Которые создали этот клуб для того, чтобы обсуждать животрепещущие и очень важные проблематики. Dans l'optique d'un rapprochement, évidemment, d'une meilleure compréhension entre la France et la Russie. С целью улучшения взаимопонимания между Россией и Францией. Ce qui me semble extrêmement important aujourd'hui. И это, мне кажется, чрезвычайно важным сегодня. Notamment à cause de la situation actuelle qui est assez tendue. В частности, из той ситуации, которая достаточно напряженна. Et qui n'est pas sans rappeler, évidemment nous sommes dans une situation différente, nous ne sommes pas au bord de la guerre, je ne le pense pas, mais qui, par certains côtés, rappelle cette situation au moment des accords de Munich. И которая, в общем-то, нам напоминает сегодня, конечно же, мы не находимся на пороге войны, но своей актуальностью она напоминает те самые мюнхенские договоренности. Et c'est pour ça que je voulais aussi remercier le consulat de Russie et la représentation permanente auprès du Conseil de l'Europe qui permettent ces débats très importants. Именно поэтому мне хочется поблагодарить Генеральное консульство и посредство за организацию этих важных дебатов. Donc, je suis géopolitologue. Я геополитолог. C'est une approche différente de l'historien. Это несколько отличный подход. La géopolitique, c'est l'étude des rivalités de pouvoir sur le territoire dans la situation actuelle. Геополитика изучает подходы соперничества по отношению к территориям, которые существуют на сегодняшний день. Mais pour comprendre la situation actuelle, il faut se référer à l'histoire. Но для того, чтобы понять то, что происходит сегодня, нужно вернуться в прошлое. Et on étudie les représentations historiques dominantes aujourd'hui qui se sont forgées dans le passé et qui permettent d'expliquer la situation actuelle. И именно в прошлом мы можем видеть те аспекты, которые сложились и которые позволяют нам понимать то, что происходит сегодня. Donc, lorsque on aborde les accords de Munich, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'interprétation des accords de Munich fait aujourd'hui encore polémique. И нужно знать, что если мы говорим о мюнхенских договоренностях, то даже сегодня они вызывают полемику. On pourrait dire que les accords de Munich font l'objet d'interprétations différentes. En particulier l'utilisation que l'on fait de l'interprétation historique par les gouvernements et les experts des think tanks. Нужно сказать, что именно интерпретация и разный подход обуславливают позицию различных стран. Donc il y a aujourd'hui, comme dans le passé, une instrumentalisation de l'histoire. Сегодня, как и в прошлом, мы наблюдаем инструментализацию истории. Et j'habite à Bruxelles et je suis de près les relations entre l'Union européenne et la Russie. Я живу в Брюсселе, и я внимательно слежу за отношениями, которые складываются между Евросоюзом и Россией. Et ce qui me frappe, c'est ce contexte actuel où on met l'accent sur une interprétation très restreinte de l'histoire en fonction des objectifs géopolitiques. И то, что меня удивляет, это то, что сегодня акценты ставятся именно исключительно из тех ограничений геополитической направленности.
Et il est dommage, par exemple, qu'il n'y ait pas... je prends l'exemple, par exemple, de ce que l'Allemagne et la France ont fait, qui ont fait, par exemple, un manuel commun d'histoire. И очень жаль, что Франко-альман. нет того, что, например, проделали Франция и Германия, создав совместный учебник по истории. Et il serait utile aujourd'hui qu'il y ait un manuel d'histoire franco-russe, par exemple. И было бы, может быть, полезным создать сегодня французско-российский учебник истории. Franco-germano-russe même. Или даже франко-немецко-русский. Parce qu'aujourd'hui, depuis la crise ukrainienne, Потому что сегодня, с начала украинского кризиса, mais il y a eu des tendances déjà тенденции были уже задолго до этого, depuis de longues années auparavant. за долгие годы. Il y a malheureusement une instrumentalisation de l'histoire et j'ai remarqué à Bruxelles, par exemple, dans les conférences, évidemment, qui sont organisées par les gouvernements, parce que les think tanks à Bruxelles et les diplomaties interprètent l'histoire en fonction de leurs objectifs actuels. И сегодня я вижу, что происходит действительно инструментализация в понимании истории, поскольку те конференции, на которых я присутствую, которые проходят в Брюсселе, они организуются в соответствии с позицией правительств. C'est dommageable pour la compréhension la plus objective possible de ce qui s'est passé aujourd'hui Et de tirer les leçons aujourd'hui. это mешает иметь объективное понимание для выводов, которые мы могли бы и должны были сделать сегодня. Par exemple, à l'OSCE, à l'occasion de l'anniversaire de cette année des accords de Munich, la délégation russe a fait une communication en rappelant que les accords de Munich avaient entraîné des tas de conséquences jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a une réponse de la délégation française, ukrainienne et polonaise qui ont critiqué la déclaration russe en disant que cela ne sert à rien de toujours retourner dans le passé, mais en même temps en mettant l'accent sur le pacte germano-soviétique et non pas sur les accords de Munich. Например, в этом году в ОБСЕ российская делегация выступила с инициативой обсудить и вспомнить о Мюнхенских договоренностях и поговорить о тех последствиях, и в частности о том, что именно эти договоренности привели к развязыванию Второй мировой войны. И тогда Франция, Украина и Польша выступили с критикой и заявили о том, что не стоит постоянно возвращаться и переворачивать по странице истории. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais pour caricaturer, je dirais, il y a aujourd'hui la Russie qui essaie de rappeler que les accords de Munich ont été très importants pour comprendre le pacte germano-soviétique et ensuite le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que les pays critiques de la Russie aujourd'hui ont tendance à vouloir mettre l'accent sur le pacte germano-soviétique en oubliant les accords de Munich, évidemment pour essayer de montrer qu'en quelque sorte la Russie est l'héritière directe de l'URSS et qu'on ne peut pas lui faire confiance. И сегодня нужно сказать, что эти страны, они как раз-таки указывают больше на тот пакт, который был заключен между Советским Союзом и Германией, и вместо того, чтобы прислушиваться к тому, что российская делегация говорит о важности Мюнхенского договора, они постоянно напоминают о этом пакте между Германией и Советским Союзом. D'où, en plus, donc c'est dommageable pour la compréhension historique et que les historiens essayent d'avoir des travail en commun pour une interprétation commune. Et il y a un phénomène aussi que je trouve assez préoccupant au niveau de l'Union européenne, c'est le phénomène par lequel, comme évidemment les États membres les gouvernements essayent de pousser à l'intégration européenne et de privilégier en fait l'union des États, ils ont tendance à vouloir effacer tous les conflits antérieurs. И сегодня мы видим такой феномен, когда Евросоюз подталкивает страны к интеграции, и страны не видят те конфликты, стирают те конфликты, которые проходят на их территории.
Ce qui aboutit à des incompréhensions, évidemment, avec les États qui ne sont pas membres du projet européen. Et en particulier, je voulais mentionner le cas de la victoire au moment de la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai 2015, par exemple, parce qu'il y a eu la crise ukrainienne, mais aussi parce qu'il y a cette relecture de l'histoire. Un certain nombre de pays membres de l'Union européenne ont refusé de participer à la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. И вы видите, что произошло, например, 9 мая в этом году, когда многие представители из европейских стран отказались праздновать, чествовать победу во Второй мировой войне. Ce qui a entraîné, à mon avis, la réaction russe actuelle de vouloir rétablir la vérité historique, si l'on peut, enfin son interprétation historique, de dire qu'il y a des responsabilités partagées. О том, что есть общая ответственность. Et alors, en tant que géopoliticologue aussi, je me suis penché, par exemple, sur la rivalité franco-allemande et les stratégies territoriales, et le rôle de l'URSS et de la Russie. Сегодня, как геополитик, мне тоже хотелось поговорить о том соперничестве, которое существует между Германией и Россией, и о роли, которую это играет сегодня. Depuis je dirais, Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la guerre froide, au moment de l'unification allemande, la France a eu tendance à vouloir affaiblir l'Allemagne en démembrant l'Allemagne. Франция после победы в Первой мировой войне старалась постоянно ослабить Германию. En créant des alliances de revers, notamment avec la création de Yougoslavie, Tchécoslovaquie, l'alliance franco-russe, la Première Guerre mondiale, mais aussi les tentatives du général de Gaulle de recréer une alliance franco-soviétique contre d'abord l'Allemagne et ensuite pendant la guerre froide pour faire équilibre. Речь идет о союзе между Югославией и Чехословакией, Францией и Россией после Первой мировой войны, о попытках де Голля и затем уже о том, что происходило в период холодной войны. Tandis que l'Allemagne, qui avait cette perception d'encerclement, ce traumatisme de l'encerclement, a tenté d'établir des alliances pour détruire cet encerclement, d'où le pacte de Rapallo au début des années 20 et le pacte germano-soviétique pour desserrer cet étau, cet encerclement. Германия оказалась как бы в окружении, в таком кольце, и для того, чтобы разжать это кольцо, ей пришлось вести другие уже договоры, подписывать другие договоры, которые, кстати, привели к подписанию договора о ненападении между Германией и Советским Союзом. Donc la question se pose, les accords de Munich, la position française qui est avec les Britanniques de céder devant le chantage de Hitler est en fait une discontinuité par rapport à cette approche. Parce que l'alliance avec l'Union soviétique n'a pas été cherchée pour essayer de contrebalancer, d'empêcher Hitler d'arriver à ses fins. И если мы сегодня задаем вопрос о Минских соглашениях, то то, что происходило между Францией и Великобританией, когда они уступили Гитлеру, не является последовательным в той политике, которая велась, вместо того, чтобы найти тот противовес, который мог бы противостоять данной катастрофе. Et pour finir, je pense qu'il y a là un élément intéressant d'explication. Le pourquoi la France a adopté cette approche. Je pense, comme le professeur O l'a souligné, qu'il y avait un affaiblissement de la France et aussi un traumatisme de la Première Guerre mondiale qui empêchait la France d'agir, mais aussi, je crois qu'il y avait une méfiance très forte de Daladier à l'époque de la négociation vis-à-vis de l'URSS comme la Grande-Bretagne. Il y avait un anticommunisme très fort, parce qu'il faut savoir qu'après la Première Guerre mondiale, la France a participé à l'opération en Pologne contre l'URSS. Et donc il y avait deux courants en France. Il y avait un courant
pour faire cette alliance de revers à l'URSS, mais il y avait un courant anti-soviétique. Et c'est ce courant-là qui dominait à ce moment-là, au moment des accords de Munich, et qui a entraîné la signature aussi par ricochet du pacte germano-soviétique, parce que comme tous les pays de l'Ouest signaient des accords avec Hitler, l'URSS ne voulait pas se retrouver seule en première ligne devant l'Allemagne et essayer de gagner du temps. Et à ce propos, pour terminer, je me suis penché sur en fait les mémoires. Да, я закончу. И чтобы закончить, нужно сказать, что Далядье, в общем-то, остерегался Советского Союза. С одной стороны, был альянс между Францией и СССР, но с другой стороны доминировали антикоммунистические, антисоветские настроения, и именно поэтому это и привело вот к подписанию Минских договоренностей в той форме, в которой мы это видели. Le Massagic, parce que ça se prononce différent de Massarik, parce que ce n'est pas la même вот personne. Я хотела бы показать вам книгу, это Hubert Massagik или Masaryk, по-разному произносится. C'est un diplomate tchécoslovaque qui était présent aux accords de Munich et qui a interprété les accords de Munich selon le point de vue tchécoslovaque. И он присутствовал в момент подписания этих договоренностей в Мюнхене. Это чешский дипломат. И вот он описал то, что там происходило. Alors évidemment, il n'est pas historien, mais c'est pour les historiens, je pense, ils utilisent d'ailleurs les mémoires ou les notes des diplomates parce que c'est la perception des acteurs qui compte aussi à ce moment-là. Они пользуются записями и дневниками и различными протоколами дипломатов для того, чтобы восстановить историческую реальность. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors je vais lire une petite phrase. Il dit à propos de l'URSS. Что касается Советского Союза. Celle-ci s'est comportée correctement pendant la crise dans les mois qui ont précédé Munich. До Мюнхена Советский Союз вел себя примерно. Elle a essayé de constituer un front uni avec la France et la Grande-Bretagne. Он попытался образовать единый фронт с Францией и Великобританией. Mais en vain. Но напрасно. En raison du point de vue fondamentalement anticommuniste des deux grandes puissances occidentales. Принимая антикоммунистическую особенность, направленность этих двух стран. Et il interprète à partir de là le pacte germano-soviétique. И затем он дает свою интерпретацию пакту между Германией и Советским Союзом. Où il dit, и говорит, j'avais été le témoin oculaire du caractère anti-soviétique et anticommuniste des diplomaties anglaises et partiellement françaises, avec Bonnet en tête. C'était le ministre des Affaires étrangères, le diplomate en fait, qui était avec. Который был там, он был ослеплен теми антикоммунистическими настроениями. Et leurs efforts pour orienter l'expansion allemande vers l'URSS et de leur désir que la guerre éclate entre l'Allemagne et l'Union soviétique. И всеми действиями, которые были направлены на то, чтобы война разразилась между Германией и Советским Союзом. Donc en conclusion, donc c'est l'interprétation du diplomate tchécoslovaque. En fait, chaque pays a sa propre interprétation. И хочу сказать, что каждая страна, в зависимости от своих интересов, имеет свою собственную интерпретацию, свое видение. Это было мнение чешского дипломата. Mais ce dont je suis convaincu en tant que géopolitologue, c'est que chaque fois qu'on a essayé d'isoler la Russie du concert européen, Но я думаю, что каждый раз, когда мы пытаемся изолировать Россию, et ce qui a été le cas à Munich, parce que l'URSS et la Tchécoslovaquie on les a empêchés de participer aux négociations, on aboutit toujours à une catastrophe en Europe. Et c'est une leçon à apprendre aujourd'hui. Voilà. Это тот урок, который мы должны выучить на сегодня.